Bonjour, donc comme d'habitude, nous allons continuer la rédaction de notre A3 plantation de haies. Donc, nous sommes toujours dans la partie, vous vous rappelez, donc dans la partie grand 4, qui est la description de la réalisation de l'activité d'aménagement qu'on a menée. Donc ici, le chantier de plantation de haies, mais dans votre rapport de stage, vous présenterez le vous décrirez le thème de votre rapport de stage, le déroulement de votre activité. Donc on a vu l'époque et la durée de l'activité, on a vu l'organisation des opérations et leur chronologie, donc l'ordre dans lequel on fait les étapes. On a vu ensuite ce qu'on appelle les choix techniques, donc justifier tous les choix que nous mettons en œuvre. Et nous allons maintenant passer à des paragraphes qui sont un petit peu plus simples, qui sont les moyens matériels et les moyens humains. Alors, pour les moyens matériels, tout simplement, il suffit de lister, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un inventaire, une liste de tout le matériel qu'on a utilisé. Une liste de tout le matériel qu'on a utilisé, comme quand on fait au début du chantier pour le chargement, le déchargement, avec le nombre surtout. Donc, en chantier plantation, quel est le matériel que nous utilisons principalement? Le matériel le plus utilisé, c'est les pelles. Donc 10, alors vous vous rappelez des pelles, il y a plein de types de pelles, c'est ce qu'on appelle les pelles bêches, ces pelles carrées, droites, qui servent à faire des trous. Alors nous avions emmené, même si finalement nous ne les avons pas utilisées, nous avions aussi emmené 5 fourches bêches. Alors les fourches bêches, c'est des fourches, mais comme la pelle qui sont droites, je les avais emmenées tout simplement parce que, sur ce chantier où la terre est très collante et humide, parfois c'est plus facile d'utiliser les fourches bêches pour faire des trous que les pelles bêches quand, la terre est trop collante. Ensuite, nous avions aussi des sécateurs à main. Donc vous vous rappelez, les sécateurs à main, c'était tout simplement pour, l'habillage des racines, où on doit couper proprement les racines des jeunes plants, donc on utilise un sécateur à main pour faire ça. Ensuite, 3 trousses de secours, donc ça c'est notre nombre, classique. Une aurait suffi, mais on a toujours 3 trousses de secours. Alors, c'est couper 2 panneaux de signalisation, donc ça on le verra un peu plus loin dans les risques. C'est pour indiquer la route, pour faire attention le long de la route, pour indiquer le chantier. Ensuite, pour, mettre le pralin et mettre les plants dans le pralin et déplacer les plants et le pralin le long de la plantation au fur et à mesure qu'on avance, nous avions 2 brouettes et 2 grandes poubelles noires. Donc avec les poubelles noires sur les brouettes pour, mettre les plants et le pralin. Donc 2 seulement puisque finalement pour les arbres, on n'a pas forcément besoin de brouettes. Une pour les arbustes et une pour les buissons, ça suffit. Mais éventuellement, on aurait pu en avoir 3 s'il nous en avait fallu une en plus pour les arbres. Ensuite, une fois qu'on a planté, vous vous rappelez qu'on est arrivé au bout ou en partie au bout, on ratisse un petit peu le sol pour le rendre bien plat avant de faire le paillage. D'ailleurs, c'est, une étape que j'ai oublié de mettre dans l'organisation, la chronologie des tâches. C'est pas très grave, mais dans l'idéal, c'est vrai qu'on pourrait rajouter que, quand au fur et à mesure on met des personnes à mettre les protections, on met aussi, 2 ou 3 agents à ratisser la plantation déjà réalisée avant de pailler. Donc 3 râteaux de jardin qui servent justement à faire ce ratissage. Ensuite, pour poser les protections justement quand on en pose, pour enfoncer les petits piquets ou les petits bambous, qui tiennent les protections, on a besoin de massettes, donc des petites masses qu'on utilise à la main simplement. Pour pouvoir accrocher les protections, pardon, sur les bambous ou sur les massettes, on utilise des agrafeuses. Donc, des agrafeuses type agrafeuse murale qui permettent d'agrafer la protection en plastique sur le piquet. Ensuite, un cordeau. Alors je l'ai mis à la fin, mais ça aurait pu être mis au début. Donc c'est pour le piquetage. Vous vous rappelez, un cordeau qu'on va pouvoir étirer tout le long de la plantation pour avoir, la ligne droite de, la plantation. Et enfin, qu'est-ce qui nous manque justement pour le piquetage? C'est tout simplement, l'autre outil dont on a besoin pour l'écartement des plants, puisque le cordeau nous donne la ligne.
sur laquelle doivent être les plans, mais pas forcément l'écartement. Donc pour pouvoir mesurer qu'on met un plan tous les 1,40 m et à un écartement de 70 centimètres, donc soit on a, des décamètres ou des mètres, soit on a ce qu'on appelle une pige. Vous vous rappelez, je crois qu'on a déjà utilisé le mot. Donc le pige, c'est tout simplement, un bâton, un pic ou ça peut être aussi un bout métallique, enfin peu importe, qui fait pile la longueur ou qui a une marque à la longueur, dont on a besoin. Donc par exemple, voilà, un bâton d'1,40 m et donc on sait qu'on doit faire un coup de baume de peinture à chaque bout du bâton pour avoir, un écartement des plans de 1,40 m. Et vous pouvez même avoir, au milieu de cette pige, un autre bout de bois à angle droit qui mesure 70 centimètres et qui vous fait l'emplacement du plan de l'autre ligne en quinconce pour pouvoir, lors de votre piquetage, avoir tout de suite avec cette pige qui a une forme de ligne droite avec au milieu une petite ligne perpendiculaire, avoir directement les 3 points de votre piquetage. Alors, décamètre ou pige correspondant à l'espacement entre les j'ai oublié de vous hop, entre les plans, il manque le P, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, j'ai ajouté en dessous juste un petit commentaire, justement sur ces moyens matériels, puisque finalement on s'est rendu compte qu'on a manqué de bombes de chantier. Ça a été un des handicaps du chantier qui nous a fait perdre un peu de temps, et il me semble, alors je ne suis pas sûre parce que je confonds parfois les différents chantiers de plantation que j'ai faits, on a manqué aussi de plans à un moment donné pour respecter bien la séquence et avoir, tout ce qu'il nous fallait. Alors, après avoir fait les moyens matériels, donc tous les outils, moyens dont nous avions besoin, on passe aux moyens humains. Donc les moyens humains, c'était tout simplement tous les élèves de la classe, donc 22 élèves. Ensuite, il y avait 2 professeurs pour encadrer la classe. Pour coordonner le chantier, expliquer les consignes et faire ce qu'on appelle le conseil technique, il y avait le chargé de mission de Promet. Donc vous vous rappelez que Promet est là en tant que partenaire technique, conseiller sur la plantation. Et évidemment, dans les moyens humains, on avait aussi, les, commanditaires du chantier, donc nos 5 agriculteurs qui, participaient, à aller chercher la paille, faire les trous, pailler et cetera. Alors, nous allons ensuite aborder la gestion des risques liés à l'activité. Donc, si vous vous rappelez, on avait évoqué que dans cette partie-là, on doit parler de 3 types de risques qu'il peut y avoir lors d'une activité d'aménagement. Ce sont les risques pour les exécutants, donc les risques pour les personnes qui réalisent l'opération, qui peuvent prendre des risques, avoir des risques selon leur activité. Les risques pour le public, c'est-à-dire les risques pour les éventuels, usagers qui circuleraient à proximité du chantier au moment de l'activité. Et enfin, troisième risque à évaluer, c'est les risques pour l'environnement, donc les risques pour, le milieu, les espèces, la faune et la flore par le déroulement du chantier. Par exemple, voilà, de la mortalité de serpents ou de hérissons, par le passage de la débroussailleuse dans le verger. Tous les ans, on a des soucis, d'animaux qui peuvent être blessés. Alors, dans le cadre de notre chantier, on a un avantage, c'est que sur ce chantier plantation, on n'a pas d'utilisation de matériel dangereux. Donc c'est des chantiers pour lesquels on a quand même assez peu de risques à gérer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, si on reprend les 3 types de risques. Premier type de risque, vous vous rappelez, alors les exécutants. Pour les exécutants, donc pas de risque, lié à des machines thermiques, le son, les vibrations, la coupure avec les débroussailleuses, tronçonneuses et cetera. Mais on peut avoir quand même coupure avec les sécateurs, puisqu'on utilise des sécateurs à main pour habiller les racines. Et on peut avoir des blessures avec la manipulation des outils. Un camarade qui blesse, un autre camarade, avec les outils par exemple, ou qui se blesse lui-même en utilisant mal un outil. Alors, dans cette partie-là, et n'oubliez pas que vous aurez la même chose à faire pour votre rapport de stage, vous devez à la fois présenter les risques qu'il y a sur ce chantier,
Donc les lister, dire, bah, voilà, il y a le risque de se couper, le risque de se faire écraser, de blesser un camarade, par une projection de la débroussailleuse et cetera. Et ensuite, en plus d'avoir fait la liste de tous les risques, vous devez pour chaque risque donner ce qu'on appelle les mesures de prévention. Donc qu'est-ce que le chef d'équipe a mis en place ou aurait dû mettre en place, parce que peut-être qu'il ne l'a pas fait. Donc quelles mesures le chef d'équipe a mis en place pour limiter les risques justement, pour éviter que l'incident ait lieu. Donc là, pour éviter des coupures avec les sécateurs, la mauvaise manipulation des outils qui blesseraient quelqu'un, les mesures de prévention sont tout simplement déjà d'avoir des gants. Ça limite les risques de coupure. Vous coupez le gant avant de vous couper le doigt. La tenue de travail, donc une tenue adaptée pour protéger un minimum le corps lors du chantier. On a aussi, évidemment, ça c'est obligatoire pour tous les chantiers d'activité de génie écologique, des chaussures de sécurité. Donc voilà, si on se fait rouler sur le pied par la brouette pleine de pralin, la coque va protéger le pied du poids, etc. Si on met un coup de pioche, des choses dans le genre. Autre mesure de prévention, donner les consignes. Le chef d'équipe doit donner des consignes claires et précises pour expliquer les risques et expliquer comment les limiter. Donc, par exemple, dans les consignes que doit donner le chef d'équipe, alors il doit les donner, mais il doit aussi vérifier qu'elles sont respectées. Et si ce n'est pas le cas, il doit les faire respecter. Il doit vérifier en permanence que c'est respecté. S'il voit que quelqu'un ne les respecte pas, il doit les lui rappeler et vérifier qu'ensuite il les met bien en place. Ça fait partie d'une des missions du chef d'équipe. Donc, après avoir donné les consignes, enfin, les consignes à donner sont par exemple le respect des distances de sécurité, voilà, avec des outils pour creuser. Alors, les pelles bêches, ça va, mais si on avait un sol plus dur et qu'on devait utiliser une pioche ou des choses comme ça. La position du corps pour faire les trous et planter. Ah, pardon. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une consigne sur, on appelle ça les gestes et postures. Donc, il faut que le chef d'équipe montre ou vérifie que les agents savent faire les bons gestes et prendre les bonnes postures pour faire les tâches qu'ils ont à faire. Donc, s'accroupir, par exemple. Ah, je ne vous ai pas mis s'accroupir, j'ai mis plier les genoux. Au lieu, en particulier, vous vous rappelez, le point faible, le risque, c'est souvent en termes de gestes et postures. Le plus gros risque de tous ces chantiers-là, c'est le dos. Donc, ne pas forcer sur le dos. Si on porte des poids lourds, par exemple, ou qu'on se penche pour planter. Et voilà, par exemple, attention avec la brouette de pralin, la poubelle de pralin, on ne demande pas à un élève tout seul de la porter, et de se faire mal au dos, il la soulève à deux. Et donc, il faut se mettre accroupi pour planter, alors plier les genoux ou à la limite à genoux, en posant les genoux à terre, mais on ne reste pas plié en deux en tordant son dos pour planter, avec les jambes raides. C'est très mauvais pour le dos. Donc ça, c'est les principaux risques pour les exécutants liés à l'opération elle-même, à la tâche, au chantier lui-même. Pour les exécutants, dans ce cas particulier, on avait un autre risque en plus qui était plutôt lié à l'emplacement du chantier. Notre plantation de haies, vous vous rappelez, elle était entre deux champs, mais elle était à proximité de la route. Donc ça engendre un risque pour les exécutants. Vous vous rappelez, on a passé notre temps à traverser, à aller chercher les outils parfois ou j'en sais rien, à boire et cetera dans le camion qui était au bord de la route. Donc ça peut être un risque qu'il faut aussi que le chef d'équipe anticipe, c'est son travail. Donc on va appeler ça le risque par la proximité de la route. Et quelles mesures de prévention vous mettez en œuvre en tant que chef d'équipe? On a vu dans la liste de matériel qu'on a mis des panneaux de chantier. Donc la mesure de prévention, c'est de mettre les panneaux de chantier. Et on l'a déjà dit, hein, donner les consignes. Donc, vous rappelez aux exécutants, attention, on est le long de la route, vous faites attention en traversant, vous écoutez s'il n'y a pas une voiture, vous vérifiez et vous restez du côté des panneaux qui est protégé des voitures. Donc, on a dit que dans cette partie gestion des risques, on réfléchit aux risques pour les exécutants. Ensuite, on réfléchit aux risques
Alors je ne les ai pas mis dans le même ordre, mais pour l'environnement, donc quel risque il pourrait y avoir pour le milieu, les espèces, la faune et la flore, type, voilà, une pollution, de la mortalité, du dérangement, des choses comme ça. Et comme pour les autres risques, on donne les mesures de prévention. Dans ce cas-là, quel risque de pollution, par exemple, du milieu? Il n'y en a pas. Quel risque de dérangement des espèces? Bon, bah, on est dans de la grande plaine céréalière, on plante, vous avez vu, un endroit où le sol a été travaillé, où il n'y a pas grand-chose. Donc globalement, on peut mettre en termes de risque, alors j'ai mis RAS, je ne sais pas si vous connaissez, ça veut dire rien à signaler. Donc ça veut dire, globalement rien de particulier, hein, un risque pour l'environnement là, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. OK. Risque pour le public, donc le troisième risque, type de grand risque à réfléchir en tant que chef d'équipe. Et de la même façon, comme à chaque fois, une fois que je donne des risques, je réfléchis aux mesures de prévention. Donc là, quel risque on a pour le public? Bah, globalement, de toute façon, on est sur un site, alors qui est ouvert au public, hein, qui est c'est pas une propriété privée fermée, mais c'est une zone sur laquelle on n'a pas de public qui circule. On est, entre 2 champs avec une plantation de haies. Alors sur la route, effectivement, il pourrait y avoir du public qui passe, mais il n'est pas directement à proximité. Donc de la même façon, j'ai mis aussi rien à signaler de particulier pour, le risque pour le public. On a mis les panneaux de signalisation pour les agents, ça prévient aussi du public qui circulerait qu'il y a un chantier. Il faut éviter, voilà, bah, tout simplement de circuler sur la route avec des outils sans vérifier qu'il n'y a pas, des personnes qui se promènent sur la route aussi à ce moment-là et pas leur donner un coup de pelle, par exemple. Donc voilà pour ces, petites parties, moyens matériels, moyens humains et gestion des risques liés à l'activité.